Nous sommes heureux de vous accueillir ici à la Sorbonne. Nous vous voyons nombreux pour ce premier épisode de cette nouvelle saison de la Liste présente, organisée en partenariat avec les éditions de la Sorbonne. Donc nous tenons à remercier en particulier donc Madame Aglan qui va animer cette soirée à deux voix, avec deux ouvrages tout à fait complémentaires et passionnants sur l'engagement international dans les conflits du début du XXe siècle, vu sous deux perspectives tout à fait différentes et complémentaires. Ce sont des ouvrages absolument passionnants. Donc je tiens à remercier Madame Marianne Guès, qui va nous présenter son ouvrage, et Monsieur Sil, son travail sur les engagés volontaires pendant la guerre d'Espagne. Voilà, je ne vais pas. Merci aux éditions de la Sorbonne pour l'invitation et puis pour m'avoir renvoyé ces deux thèses qui sont absolument passionnantes. Et je dirais qu'elles sont dans l'air du temps, dans une séquence qui est dans le premier XXe siècle. Mais il est vrai que, avec la multiplication des conflits actuels, on voit très bien ces mouvements de départ de volontaires qui sont spontanés et qui ont été finalement le fait de presque toutes les guerres. Ces combattants en diaspora, ou ces diasporas qui se reconstituent en unité combattante. Alors je vais commencer par présenter les deux auteurs, dire que c'est vrai que ce sont des ouvrages qui vont très bien ensemble, même s'ils sont publiés dans deux collections différentes des éditions. Alors je commence par Marianne Beniguez, que j'ai déjà rencontrée à un colloque qu'on avait organisé avec Pierre Vermeuren à Tunis. C'était un peu sorti de confinement et c'était sur le monde arabe et la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'avais déjà eu l'occasion on avait déjà remarqué son travail sur les Juifs de Tunisie au combat. Donc elle prend la séquence mémorielle des deux guerres mondiales. C'est une thèse de Paris 1, sous la direction de Pierre Vermeuren. Une thèse qui a déjà été multiprimée, parce que j'ai remarqué, donc le prix Corvisier, le prix Paul Sebag, pour Marianne, qui est une enseignante, professeure agrégée d'histoire-géographie, qui enseigne au lycée Marceau à Chartres, mais aussi qui fait des cours à l'université, ici même, je crois, c'est Sorbonne, donc c'est Paris 1 ou Paris 4. C'est ici. Voilà, et Paris Cité. Donc voilà, première publication. Alors j'insiste sur le fait qu'il est assez rare que les thèses soient publiées, et il est encore plus rare qu'elles soient primées, et surtout doublement primées, donc j'insiste là-dessus. À ma droite, Édouard Sil, c'est aussi une thèse de doctorat de l'école pratique des hautes études. Édouard Sil enseigne aussi à l'Institut catholique, notamment de Paris, à Paris 1, et puis il est rattaché à un centre de recherche d'histoire du CHS, je ne sais jamais, Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, voilà, c'est ça, je l'ai dit. Et son ouvrage, donc aussi issu de sa thèse, L'illusion lyrique, très belle formule qu'il emprunte à André Malraux, l'illusion lyrique sans espoir, sans espoir que le monde va changer. En tous les cas, on voit tout de suite à quoi se rattachent ces mouvements de combattants volontaires qui sont, alors pas tellement typiques du XXe siècle, et ça vous le dites bien dans le début de votre thèse, c'est vraiment une sorte de tradition qui peut remonter peut-être au début du XIXe siècle, mais en tous les cas qui émaille tout le XIXe siècle. Donc j'aimerais commencer par vous poser une question à tous les deux, c'est comment on choisit son sujet de thèse? C'est une question, je crois que ça intéresse les étudiants les plus jeunes qui ont peut-être envie de faire une thèse. Comment on choisit un sujet de thèse? Comment on se met dans une sorte de dynamique pour adopter une méthode particulière, vu que vous avez tous les deux des corpus avec beaucoup de combattants des deux côtés? Comment on construit son objet? Donc ça, c'est la première question que je voulais vous poser à tous les deux. Donc vous répondez dans l'ordre, peut-être Marianne.
Moi, c'est un sujet de thèse qui est né d'enquêtes familiales d'abord, et puis d'enquêtes familiales qui m'ont mené à rencontrer la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Donc j'étais déjà agrégée d'histoire et j'avais envie de renouer un peu avec la recherche. Et c'est vrai que c'est beaucoup la Société d'histoire des Juifs de Tunisie qui, dans cette rencontre, m'a dit si vous avez envie de faire des recherches, il y a beaucoup de choses à écrire sur l'histoire des Juifs de Tunisie. C'est un champ historique assez peu travaillé pour de multiples raisons. Et donc j'ai commencé à tomber dedans. Et ça correspondait aussi à un moment où j'étais tout à fait disponible pour faire ce genre de travail. D'abord avec un Master 2 qui est parti sur la Première Guerre mondiale, et puis après je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et j'ai voulu continuer à suivre ces soldats, et je les ai suivis donc dans l'entre-deux-guerres et dans la Deuxième Guerre mondiale, avec un sujet qui m'a pris vraiment presque aux tripes en fait. Et ça, s'il y a un conseil à donner aux étudiants, c'est qu'il faut aimer son sujet de thèse parce que c'est long. Et il faut vraiment être persuadé que ce que vous allez ressortir de tout ça est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes. Voilà. Donc il faut vraiment aimer son sujet de thèse. Et voilà. Après, sur la méthode, moi je suis partie à une compilation, en fait, compilation de parcours. Alors j'ai eu la chance de commencer aussi au moment où on commémorait le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'était très enthousiasmant et tout le monde encourageait à travailler là-dessus. Et puis la numérisation des sources, ça c'est extrêmement pratique, le site Mémoire des Hommes notamment pour commencer. Et puis ensuite l'invitation par des universitaires tunisiens à venir parler. Et là aussi ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier avec la rencontre d'Ali Boukasdagli. Et puis ensuite, voilà, il faut continuer à compiler, chercher par les noms, par les dates de naissance et trouver les archives qui vont vous renseigner sur les parcours de ces hommes. Donc c'est un travail de prosopographie autour de près de 1200 notices de soldats, Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors ça rejoint un courant historiographique actuel qui se développe, ce qu'on appelle les mémoires familiales, notamment ce qu'a fait l'université de Caen avec cette base EGO, je ne sais pas si vous la connaissez, en tous les cas qui recense toutes ces mémoires familiales, parfois des textes inédits, des récits, enfin, et aussi un courant historiographique mené notamment par Raphaël Branche sur ce qu'ont fait les interrogations entre générations, papa qu'as-tu fait en Algérie, ou d'autres encore mémoires familiales comme celle d'Anna Djevorka ou d'Ivan Jablonka. Donc de toute façon cette approche prosopographique traverse littéralement l'histoire des familles, et il est vrai un bon sujet de thèse, moi je me souviens quand on commençait les thèses, pour nous faire comprendre ce que c'était qu'une problématique, on nous avait dit la problématique c'est ce qui vous empêche de dormir. Alors c'est une expression qui est assez parlante, mais c'est un peu ce que dit Marianne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir son fil et être d'une certaine manière passionné. Et alors Édouard, comment vous avez approché ce sujet de ces volontaires de la guerre d'Espagne? Est-ce que ça a eu est-ce que ça avait un écho avec des questionnements personnels, ou est-ce que comment vous avez rencontré ce sujet? Alors tout d'abord, cet ouvrage n'est pas ma thèse et n'est pas tiré de ma thèse. C'est un ouvrage dont j'avais besoin en réalité après la thèse. Ma thèse est disponible sur Internet depuis le lendemain de sa soutenance. Je suis désolée, moi je pensais que c'était la thèse. Aucun problème, tout le monde confond. Donc je l'ai lu de bonne foi et je me disais, mais tout à fait, comme tout le monde. Je ne sais pas qui est son directeur de thèse, il ne le remercie pas. Donc c'était ça, je ne comprenais pas. Voilà. C'était peut-être un indice, justement. J'aurais dû me douter. Donc, j'ai fait ma thèse sous la direction de Gilles Pécou, qui est d'illustre mémoire ici. Oui, c'est une thèse tardive que j'ai reprise après avoir travaillé pendant une dizaine d'années sur les questions d'expertise militaire, et notamment le mercenariat. Rien à voir. Mais jeune étudiant et militant libertaire, j'étais sensibilisé sur la question de l'Espagne révolutionnaire. Et j'avais été très tôt confronté à une sorte de hiatus entre ce que la mémoire
du mouvement ouvrier avaient pu en dire et ce que j'avais trouvé dans les archives du mouvement ouvrier, notamment à Amsterdam, à l'ISG, qui est un très grand institut d'histoire sociale. Et j'avais voulu, dans un master, une maîtrise à l'époque d'ailleurs, restituer justement ce que les archives pouvaient nous dire sur ces volontaires extérieurs aux brigades internationales. C'était cet objet qui m'intéressait. Et donc une dizaine d'années plus tard, un peu moins, j'ai repris donc une thèse, parce qu'on m'a proposé de la faire, en relation avec un séminaire très important pour moi, qui a été celui de l'École normale supérieure, animé par Olivier Vievorka et Gilles Pécou, sur les volontaires, justement, les volontaires du 19e siècle. Et donc j'ai participé à étendre un peu cette chronologie vers le 20e siècle, et tout de suite j'ai été frappé de voir à quel point la guerre d'Espagne, que je maîtrisais de mieux en mieux, notamment par des séjours réguliers à Moscou, aux archives, constituait une continuité supplémentaire inscrite dans des héritages, ceux du garibaldisme bien sûr, mais aussi les Philhellènes et beaucoup d'autres. Donc voilà, cette thèse, elle a été surtout un complément de mon mémoire de master pour venir intégrer les archives des brigades internationales par rapport à ce que j'avais déjà fait sur l'anarchisme. Cet ouvrage est autre chose, c'est quelque chose que je n'avais pas pu développer dans la thèse, c'est le phénomène lui-même qui a irrigué et transcendé les deux parts en lutte, les deux Espagnes en guerre et les deux parties du monde d'ailleurs qui se sont affrontées l'une et l'autre. Ma thèse étant explicitement consacrée sur la restitution côté antifasciste de les brigades internationales prises dans une galaxie soviétique d'une part, française de l'autre, démocrates et communistes, et surtout le champ de la guerre des Espagnols eux-mêmes. Et pour mettre un certain nombre d'éléments nouveaux dans ma thèse, notamment le fait, ce qui moi m'a empêché de dormir, mais finalement nos Espagnols, le gouvernement espagnol, les organisations prolétariennes n'avaient pas demandé à ce que ces gens viennent en Espagne. Ils demandaient des avions, des canons, ils demandaient des munitions, et sont arrivés en Espagne des dizaines de milliers de gens ne parlant pas espagnol, et ayant en plus une pratique des armes tout à fait limitée, c'est-à-dire absolument pas ce dont les Espagnols avaient besoin. Et partant justement de cette question philosophique d'une certaine manière, j'ai déroulé ma thèse sur les brigades internationales comme une réponse abstraite à un problème concret, mais je n'avais pas pu dans la thèse aborder le phénomène des deux côtés comme un phénomène mondial qui irrigue aussi le côté franquiste. C'est l'objet de ce travail. Très bien, mais c'est un travail passionnant. Question plus générale que j'ai envie de vous poser à tous les deux, parce que c'est une question qui m'a été inspirée par la lecture de votre travail, c'est est-ce que les guerres sont vraiment émancipatrices ? C'est-à-dire que quand on a d'un côté ces Juifs de Tunisie en situation coloniale, est-ce qu'on peut, à travers le volontariat, l'action du volontariat, penser une forme d'émancipation qui serait liée à cet acte de partir, de s'engager, combattre. En fait, pour les Juifs de Tunisie, l'engagement volontaire avait, pour la Première Guerre mondiale, un objectif d'émancipation, d'amélioration de leur situation, puisqu'ils avaient très difficilement accès à la nationalité française, à la différence des Juifs d'Algérie, qui eux avaient obtenu la nationalité par le décret Crémieux. En Tunisie, 90% des Juifs de Tunisie sont tunisiens, sujets du bey, et ils sont interdits de prendre les armes. Donc, or, pour devenir français, les lois, notamment une loi de 1910, stipulaient qu'il fallait avoir rendu service à la France, notamment par le combat. Donc pour les Juifs tunisiens, c'était très difficile. Arrive la Première Guerre mondiale, ça a été comme une opportunité, en fait, de s'engager. Surtout qu'ils sont déjà en 1914 assez francophiles. Ils sont déjà très proches, en fait. Enfin, ils imaginent une France justement émancipatrice, qui pourrait leur permettre de sortir de leur statut d'inférieur, puisqu'ils héritent du statut de dhimmi en monde arabe, en monde musulman. Même si le statut de dhimmi n'existe plus, mais le fait qu'ils n'aient pas accès aux armes et qu'ils n'aient pas accès à beaucoup de métiers fait qu'ils se sentent inférieurs.
Et donc voilà, donc pour eux, c'est l'objectif, l'émancipation par le combat, l'engagement volontaire. Ils doivent passer énormément. Ils n'étaient pas tellement demandés, et je trouve que ça c'est le point commun aussi, ils n'étaient pas du tout attendus. La France, le protectorat français ne les a pas du tout aidés à s'engager, parce que pour eux, ça générait plein de problèmes. Qu'il y ait trop de juifs dans l'armée, ça pourrait... Enfin bref. Puis un vieil antisémitisme dans l'armée française et dans le protectorat, surtout pendant la Première Guerre mondiale, assez tenace. Et donc pour eux, voilà, c'est ça. Et ils ont obtenu, il y avait une loi qui a été promulguée en 1914, qui permettait de demander la nationalité française quand on était engagé volontaire. Et donc ils l'ont demandé. Et ils ne l'ont pas tous obtenu. En tout cas, les archives que j'ai pu consulter montrent que un quart d'entre eux obtient la nationalité française. Bon, il y en a qui meurent au combat. Un quart obtient la nationalité française. Et puis, une partie ne l'obtient pas, ou du moins, le dossier de naturalisation n'est plus là, ce qui est aussi un des problèmes. Mais voilà, pour eux, c'est l'émancipation. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 39-40, c'est pareil. Hein. Il y a l'idée de potentiellement s'engager pour combattre pour la France et éventuellement obtenir par là la nationalité française. Mais bon, dès qu'il y a l'abrogation du décret Crémieux en Algérie et l'arrivée et en même temps l'arrivée de Pétain au pouvoir, c'est pas l'émancipation en fait, c'est vraiment le combat pour lutter contre l'antisémitisme. C'est vraiment ça qui va les motiver. Ça, vous le montrez bien. Ouais. Et donc c'est plus, ils n'ont plus envie d'être français, enfin c'est pas, ils le seront plus tard en fait, dans les années 50, 60, parce qu'il y a une autre histoire qui vient se greffer après, c'est la décolonisation. Mais voilà. Par contre, voilà, Première Guerre mondiale, émancipation et accéder à tous les métiers qui leur seront ouverts et sortir de la dimitude qui reste un petit reste quoi, de dimitude. Et est-ce que le contexte tunisien a joué, parce qu'il est un peu spécifique par rapport à ce qui se passe au Maroc ou en Algérie, est-ce que la présence italo-allemande en Tunisie a joué, enfin il me semble que oui, mais je vais pas répondre à votre place. Énormément. En fait, la présence italienne, de toute façon, génère une concurrence dès le départ pour toute la question de naturalisation. Il y a une concurrence entre les Italiens et les Français. Les Italiens sont plus nombreux en Tunisie que les Français. Et donc, c'est ce qui va d'ailleurs encourager Mussolini, dès les années 20, à revendiquer la Tunisie comme partie intégrante de son Italie. Et donc pour la France, justement, naturaliser, ça pourrait sembler logique, hein, naturaliser un maximum, notamment des juifs hyper francophiles, ça pourrait sembler logique, mais c'est plus compliqué que ça, parce que la France ne veut pas trop favoriser les juifs, parce que ça pourrait mettre en colère les musulmans, c'est des a priori complets, hein, parce que c'est pas forcément la réalité. Parce qu'ils essaient plutôt de dresser les deux populations. Ouais, c'est ça, ils ont une vision de rivalité, et oui, ils encouragent cette rivalité. Et donc, voilà, et avec le fascisme italien, va beaucoup s'exprimer en Tunisie, frappant d'ailleurs les juifs italiens de Tunisie, qui sont assez nombreux aussi. Et puis après, il y a l'occupation allemande, c'est quand même une spécificité en Afrique du Nord, hein, c'est que les juifs de Tunisie vont subir l'occupation. Les persécutions, les rafles, les camps de travail, ça ne dure que 6 mois, mais c'est 6 mois très éprouvants. Et donc, ça va vraiment motiver, ça participe à la motivation d'un engagement volontaire, alors que la Tunisie, elle est libérée en mai 43, ils auraient vraiment pu rester en Tunisie. Enfin, la guerre est finie en Tunisie en mai 43. Mais non, il va y avoir des vagues d'engagement, les FFL arrivent, les Américains arrivent, les Anglais arrivent, et donc il va y avoir des vagues d'engagement, et il y a près de 700 hommes qui partent libérer l'Europe et qui ne reviendront qu'en 45. Donc la spécificité de l'endroit, enfin de la géographie et puis de l'histoire de la Tunisie fait que voilà, les engagements sont assez nombreux en fait, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, proportionnellement plus nombreux que dans d'autres territoires. Alors j'ai envie de poser la même question à Édouard, parce que dans vos populations, on découvre qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qu'on ne croyait. Moi, je pensais qu'elles étaient très, très peu nombreuses. Mais en fait, vous dites il est plus facile pour les femmes de s'engager que de revenir d'Espagne. Et donc, cette question la guerre est-elle émancipatrice pour toutes les catégories de combattants volontaires que vous croisez sur votre terrain espagnol ? Ce que j'ai croisé sur le champ espagnol, c'est quelque chose qui est absolument caractéristique du phénomène lui-même depuis
depuis ces manifestations modernes, je ne remonterai pas, même si je m'en inspire et mes travaux futurs veulent opérer cette conjonction, il faudrait en réalité remonter aux croisades et les propositions d'Alphonse Dupron sur la continuité des croisades jusqu'au temps contemporain pour retrouver ce qui meut justement ces populations, ces grandes migrations idéales, inspirées, avec tout ce que ça signifie. Et en Espagne, j'ai retrouvé ces caractéristiques premières qui sont en réalité conduites non pas par les mots dont les grandes idéologies du XXe siècle nous avaient habitués, mais je crois qu'en réalité, et le phénomène contemporain aujourd'hui en Ukraine, hier au Rojava ou en Syrie et avant-hier encore ailleurs, en Yougoslavie, nous montre que finalement, deux mécanismes émotionnels jouent avant tout. Il s'agit de l'indignation et de l'intolérable. Nos volontaires, en Espagne notamment, ils se sont engagés par dizaines de milliers parce qu'il y avait occasion. Il était possible de le faire. On part en Espagne parce qu'il y a déjà des volontaires. On sait qu'il y en a. Une femme française, écossaise ou néo-zélandaise sait qu'elle peut partir en Espagne parce qu'elle a vu dans les journaux qu'il y avait déjà des femmes étrangères en Espagne. Donc cette occasion, elle permet justement à l'intolérable, au refus de l'intolérable, à l'indignation suprême de s'emparer de quelque chose qui est à mon avis extrêmement difficile à concevoir pour nous autres, habitués aux explications traditionnelles idéologiques, qu'en réalité c'est une manifestation incroyable, puissante de l'impuissance. Si on se rend en Espagne en 1936, si en février 2022, plusieurs milliers d'Occidentaux ont choisi de s'engager aux côtés de l'Ukraine face à la Russie, alors que là encore, ils n'avaient aucune compétence militaire pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour la majorité des Français, eh bien on retrouve justement ce refus de l'impuissance. Je vais faire ce que l'État auquel j'appartiens ne fait pas, ce que les démocraties ne font pas, ce que personne ne veut faire, je vais le faire. C'est ce que j'ai appelé le faisceau des bonnes volontés, c'est-à-dire qu'on se rend en Espagne pour guérir sa tranquillité d'âme. Ce que j'ai retrouvé dans les archives de plusieurs époques, ce sont exactement les mêmes mots. Exactement les mêmes mots qui font qu'un volontaire écossais en 1936, les mêmes mots qu'un volontaire français de Paris en 1992 choisit de rejoindre Vukovar. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose au cinéma, ils ont vu quelque chose à la télévision qui les a empêchés de dormir, et à partir de ce manque de sommeil, ils sont partis. Je travaille actuellement avec des familles de volontaires français, dont deux jeunes, dont un qui est mort d'ailleurs en Ukraine, et c'est juste la préparation au départ vers l'Ukraine s'est faite aussi parce qu'ils ont vu quelque chose à la télévision qui, le soir même, a motivé le fait que dans la nuit, ils étaient déjà dans le bus pour Berlin et de Berlin rejoindre l'Ukraine. Ça, c'est le mécanisme traditionnel de mes engagés volontaires parce qu'ils ne sont pas des militaires, ce sont des individus, des citoyens épris de politique, au sens peut-être romantique du terme, et ils vont faire quelque chose par sentiment du devoir de l'utile. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à proposer, c'est notamment le cas des femmes en Espagne qui arrivent avec justement ce manque de compétences militaires qu'on pourrait attendre du soldat, et elles apprennent très rapidement que les infirmières sont très bien accueillies, et donc se diffuse évidemment dans les réseaux d'information traditionnels le fait qu'après une formation d'infirmière, on sera accepté en Espagne. Bien sûr, sur ce que je viens de dire, et je terminerai là-dessus, il existe beaucoup d'autres modalités. Naturellement que quand on est juif exilé en France, en Belgique ou ailleurs, l'Espagne est une occasion de la reprise du combat, ou même de la prise du combat face au fascisme, face au nazisme. Mais c'est une des particularités du phénomène, ça n'est pas la masse même du phénomène. Je vous rappelle que ce qui s'est passé en Espagne ne s'est pas produit pour d'autres circonstances, d'autres événements qui pourtant auraient pu motiver aussi par l'indignation ou par le simple mécanisme internationaliste des réactions similaires, la création d'un phénomène. Il n'y a pas eu cela. L'Espagne a donc créé quelque chose de particulier. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça me rappelle une correspondance entre Jean Cavaillès et Albert Lothman, justement au moment de l'Espagne, où Cavaillès écrit à Lothman, mais en fait l'Espagne c'est notre guerre, simplement on n'est pas parti, on n'a pas eu l'occasion de partir. Et ce que vous décrivez, ce sont exactement les mécanismes de la résistance, celle qui va se développer plus tard. Et donc ça c'est très intéressant. Et pour en revenir à ces femmes,
qu'est-ce que vous pourriez dire du fait de ce rapport entre volontariat et émancipation? Est-ce que j'ai cru lire entre vos lignes qu'il y avait eu une forme de déception sur cet engagement féminin, enfin, du côté des femmes, d'une certaine manière. C'est pas tellement par rapport au fait qu'elles n'ont pas un rôle militaire, parce qu'effectivement, elles n'ont pas de formation militaire, pas plus que les autres d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de relégation, ou en tous les cas de frustration du côté de ces femmes qui ensuite sont... les maquis espagnols, en fait, certes Franco gagne la guerre d'Espagne avec la prise de Madrid et puis la reconnaissance internationale, mais en fait il y a des maquis où il y a des femmes qui restent en Léon, Asturie, jusque dans le début des années 50, si je me souviens bien. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire de cette expérience féminine de volontariat? Parce qu'il est vrai que quand on prend les antécédents des volontaires internationaux, la Grèce, Lord Byron, etc., on évoque très rarement cet afflux de femmes. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à cette question de l'émancipation? Oui, alors sur ces sujets, donc je renvoie au livre que j'ai dirigé, l'ouvrage que j'ai dirigé qui est ici, d'ailleurs, je vous en remercie, Solidarias, qui est un travail qui réunit un ouvrage qui réunit les travaux de chercheurs internationaux. Donc sur ce sujet des femmes, il est tout à fait singulier parce que la guerre d'Espagne, c'est le premier conflit qui connaissent une participation féminine de cet ordre. Avec cette particularité aussi que les brigades internationales furent la première armée mixte de l'histoire, c'est-à-dire qu'on y accepte les femmes sans restriction, autre que les restrictions traditionnelles associées aux armées. Ce qui choquait beaucoup les franquistes, d'ailleurs. Ce qui a bien sûr choqué beaucoup les franquistes. Je rappelle aussi que les brigades internationales mixtes, ça n'est pas représentatif de ce qui se faisait ailleurs dans l'armée républicaine. Dans l'armée républicaine, les femmes ne pouvaient plus être associées aux faits militaires. C'est justement cette particularité de cette armée privée, les brigades internationales, régularisées tardivement, mais qui acceptent les femmes dans certains rôles, dans certaines activités, jusqu'au grade de capitaine. Donc une femme pouvait tout à fait commander des hommes. Il y a eu plusieurs femmes, des Françaises notamment, commissaires politiques. Et sur la question de l'émancipation, bien sûr que la question s'est posée lors de la première phase de la guerre que, moi, pour reprendre les mots d'Enzo Traverso, je qualifierais de guerra festa. C'est la guerre joyeuse, c'est la guerre du possible, c'est un carnaval. Et dans ce carnaval, on y retrouve beaucoup de femmes en armes et des étrangères également, notamment des touristes, contrairement à ce qu'on a pu souvent dire. Eh bien, ces touristes, elles sont en Catalogne, elles prennent les armes parce que tout le monde prend les armes et évidemment les photographes se précipitent pour immortaliser ces Amazones, ces femmes tout à fait qui rompent, évidemment, qui opèrent une rupture de genre majeure et qui provoquent un appel d'air. On a bien vu au cinéma, on a bien vu dans les journaux qu'il y avait des femmes en armes, et pourquoi pas moi. Je le retrouve dans une correspondance très importante qui a été celle du Parti communiste français, qui se retrouve avec des lettres de candidature de jeunes filles, de jeunes femmes, des jeunes militants communistes qui expliquent, voilà, je suis moi-même à l'Union des jeunes filles de France, j'ai vu qu'en Espagne je pouvais être utile, je veux partir. On accepte en réalité que les femmes qui disposent de qualifications, et les qualifications sont des qualifications sanitaires. Essentiellement. Mais l'émancipation, en réalité, a un rôle beaucoup plus existentiel, puisque la plupart de ces femmes très hautement qualifiées que l'on retrouve en Espagne, ce sont des exilés. Ce sont généralement des femmes juives ou des Allemandes ou des Autrichiennes qui étaient dentistes, qui étaient chirurgiennes, qui étaient pédiatres et qui ne pouvaient plus enseigner, qui ont subi en France et en Belgique, notamment en France, les numerus clausus imposés par l'ordre des médecins, qui ont fait que même dans l'exil choisi, elles ne pouvaient plus enseigner leur art et qu'il était donc envisageable de prendre l'Espagne, même si on n'était pas soi-même communiste ou particulièrement engagé à gauche politiquement, de pouvoir être utile, faire œuvre utile, là encore une fois de plus, et d'accompagner un peuple dans sa souffrance, tout en évidemment participant au grand combat contre l'antifascisme.
Déception, bien sûr, mais les déceptions des femmes qui pourtant ont été présentes, les étrangères, sont restées plus longtemps que les hommes en Espagne parce que l'armée républicaine avait besoin de ces femmes hautement qualifiées. Elles sont parties dans les derniers jours de la guerre pour beaucoup d'entre elles, alors que les hommes étaient déjà mobilisés et repartis. Déception, c'est un fait général du volontaire. Tous les volontaires sont déçus parce qu'ils ne trouvent jamais ce qu'ils trouvent dans la guerre. Qui sont, bien sûr, je vous rappelle, ce que Hervé Mazurel et d'autres avaient identifié, les philhellènes pensent qu'ils peuvent s'engager en Grèce parce qu'ils parlent le grec. Ils parlent le grec ancien, le grec classique. Et quelle surprise de s'apercevoir qu'aucun des paysans grecs de 1820 ne parle ce grec classique. En Espagne, on y retrouve la même chose. Nos Français qui arrivent à Barcelone ne comprennent pas comment est-ce qu'il peut y avoir autant de jeunes gens espagnols dans les bars, alors qu'on leur avait dit que toute l'Espagne était debout contre le fascisme. Et toutes ces déceptions, quelles qu'elles soient, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, créent un mouvement de reflux fondamental dans le phénomène. Il s'éteint de lui-même parce qu'il est miné par des déceptions conceptuelles à l'objet même, aux émotions. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité avec ce qu'on enregistre dans la Résistance, parce que beaucoup d'anciens, enfin des Espagnols qui vont être parmi donc ceux qui sont pourchassés par Franco, franchissent les Pyrénées et s'engagent dans les rangs des maquis normalement ou des organisations clandestines en France, et ce jusqu'à la fin de la guerre, avec l'espoir de revenir justement avec l'aide des combattants français qui, eux, seraient les nouveaux volontaires pour à nouveau combattre le franquisme dans une sorte de va-et-vient ou de réciprocité. Et là aussi, c'est une déception de plus. Alors, si on voulait cerner encore un peu mieux ce volontariat, Marianne, est-ce qu'on pourrait, grâce aux travaux prosopographiques que vous avez faits, isoler des critères. On a parlé tout à l'heure de l'antisémitisme, donc ça croise exactement ce que dit Édouard Sill sur cette indignation, ou en tous les cas ce réflexe de refus de l'intolérable. Quels sont les autres critères, alors je dirais dans les profils socio-professionnels que vous avez étudiés, même si c'est un peu artificiel de les isoler, mais au moins en identifier quelques-uns, sans être évidemment exhaustive, mais qui serait issu de ce travail immense que vous avez achevé. Alors, pour la Première Guerre mondiale, donc j'ai essayé de voir effectivement de quel milieu socio-professionnel il pouvait provenir. En fait, il y a deux types d'engagés volontaires dans la Première Guerre mondiale. Il y a le type de ceux qui n'auraient pas les moyens de devenir français d'une autre façon, c'est-à-dire en faisant des études, parce que vraiment il fallait des diplômes très spécifiques que ne pouvaient d'ailleurs pas faire les juifs tunisiens, enfin, auxquels ils ne pouvaient pas accéder. Donc ça, il y a un premier groupe comme ça, et en fait, donc, les engagés volontaires, ce sont des bouchers, des boulangers, voilà. Pour eux, c'est, comme je disais tout à l'heure, une occasion d'un seul coup d'améliorer leur situation. Donc, milieux sociaux assez défavorisés. Et puis, il y a aussi à côté donc, une motivation idéologique de ceux qui veulent prouver que le juif est courageux, prouver que le juif peut s'assimiler à la France, etc. Et là, on est plutôt dans des avocats, des jeunes étudiants en droit, etc., qui ne sont pas français, mais... et pour la Seconde Guerre mondiale, alors ce qui est intéressant justement par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que les travaux de Jean-François Murassiol disent que les FFL en fait sont souvent caractérisés par un niveau social élevé. Ouais, c'est plutôt les jeunesses des écoles. Voilà, alors que dans mon groupe, pas du tout. D'abord parce que donc il y a la donnée du protectorat qui fait que il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont socialement très favorisés, à part quelques dentistes, médecins, etc. Mais ça monte pas. Ils n'ont pas de carrière militaire, de carrière militaire puisqu'ils ne pouvaient pas accéder à l'armée. Ils n'ont pas de fils d'officier, etc. En revanche, ils ont un savoir-faire qui va beaucoup intéresser notamment la première DFL, la force L aussi, qui va devenir la deuxième DB, c'est qu'ils sont artisans. Ils sont artisans, ils sont mécaniciens, ils sont chauffeurs, etc. Et quand les troupes des forces françaises libres arrivent depuis la Libye vers la Tunisie, il y a ces jeunes-là
qui parlent français, qui parlent arabe, qui parlent italien, qui parlent parfois anglais, et qui en plus sont mécanos. Et donc là, justement, il va y avoir une rencontre entre un besoin et une offre, et qui fait que beaucoup vont aller dans ce qu'on appelle les ateliers lourds, et en fait, ils vont conduire des camions, ils vont réparer, et c'est beaucoup là-dessus qu'ils vont travailler dans le génie, etc. Donc voilà, et leur catégorie socio-professionnelle, en fait, quand on est dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup plus varié. Parce qu'on a des juifs tunisiens, donc souvent assez peu favorisés, mais aussi des juifs qui sont déjà devenus français, mais qui ne voulaient pas aller dans l'armée d'Afrique, puisqu'elle remobilisait en 1943 l'armée d'Afrique. Mais l'armée d'Afrique, elle était anciennement pétainiste, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire, sous les ordres de Giraud. Et les Juifs n'ont pas envie d'aller dans l'armée d'Afrique. Les Juifs français qui auraient pu être mobilisés ne veulent pas aller dans l'armée d'Afrique. Donc ils vont choisir les FFL, les Forces Françaises Libres. Ils vont même déserter l'armée d'Afrique pour choisir les Forces Françaises Libres. Et donc... Il y a un débauchage. Hein, il y a une sacrée guerre de débauchage entre les deux armées. Les girodistes, les moustachis. Ouais. Oui, il y a carrément des camions qui sont organisés pour aller chercher les Juifs, jusqu'à d'ailleurs, jusqu'à ce que l'armée gaulliste dise stop, on ne doit pas devenir une armée de Juifs. Hein, donc voilà. Et donc là, dans la Deuxième Guerre mondiale, les catégories socio-professionnelles sont beaucoup plus diverses parce que c'est essentiellement l'idéologie qui va les motiver. Et de toute façon, ils sont tous engagés volontaires, qu'ils soient français, italiens ou tunisiens. Donc on regroupe à ce moment-là. C'est plus une question de nationalité, c'est une question d'idéologie. Donc, et la déception, on la retrouve aussi chez les Juifs de Tunisie. Ceux de 14-18 sont très déçus de 1940. Ils sont extrêmement déçus. La trahison de la France. Et puis en 1945, il y a une immense déception aussi, puisque d'abord on oublie les FFL en fait, dans l'historiographie au départ et dans les commémorations. Tout est pour les FFI dans un premier temps. Et puis en fait, il n'y a pas tellement de plus-value grâce à leur expérience militaire. Ils retournent au travail, ils n'écrivent pas très difficile de trouver des écrits, des témoignages. Il n'y a pas ils ne sont pas mis du tout sur le devant de la scène. Une grande déception aussi pour eux. Mémoire un peu enfouie. Complètement, oui. Et alors, de votre côté, comment on peut affiner les critères du volontariat? Parce qu'on a parlé de sentiments, d'indignation. Est-ce que vous identifiez, je dirais, certaines catégories parmi les militants qui seraient, je dirais, oui, les plus nombreuses, ou en tous les cas les plus identifiables dans cette masse de volontaires, pour affiner un peu la notion? Oui, bien sûr, à chaque fois que le phénomène trouve à se créer, donc toujours dans un cadre européen ou occidental en tout cas, il retrouve des conjonctions d'intérêts. Ces conjonctions d'intérêts, elles font que se dirigent vers l'Espagne, pour rester sur le sujet de ce soir, en 1936, des groupes d'individus qui, autrement, ne se seraient pas forcément retrouvés dans ces conditions-là. C'est parce que si des Français partent vers l'Espagne, c'est avant tout parce que des rues entières de certaines villes françaises se sont vidées de tous leurs habitants pour aller en Espagne. C'est évidemment les Espagnols qui partent famille complète, des rapports de Roussillon dans l'Isère, dans lesquels des rues entières ont été vidées. C'est très frappant. Voilà. Et donc nous avons des Français qui s'aperçoivent que puisque les Espagnols y vont, ils vont profiter de ce départ pour s'agréger justement à leurs camarades d'atelier, aux voisins, mais aussi parce qu'ils vont retrouver d'autres dimensions, notamment caractéristiques aussi du volontariat étranger. Il y a déjà des étrangers en Espagne, très différents les uns des autres. Je vais vous donner juste 2-3 groupes pour que vous voyez bien à quoi je fais référence. Vous avez tout d'abord des groupes exilés organisés, les anarchistes italiens, des trotskistes allemands, anarchistes allemands qui avaient déjà fait de Barcelone une capitale de la résistance et qui évidemment prennent les armes avec leurs camarades. Voilà un groupe identifié. On pourrait y ajouter... Résistance en exil. Résistance en exil qui naturellement prennent... Qui est un phénomène. Tout à fait. Donc le transnational est ici déjà présent. Il crée des filières
favorisant la mise en place du phénomène. Mais à côté de cela, à Madrid, cette fois-ci, nous avons une présence importante d'étudiants sud-américains, parce que les jeunes gens d'Amérique latine venaient faire leurs études, notamment en Espagne, notamment à Madrid, et ils se trouvent pris au dépourvu. On ne rentrait pas au Pérou ou en Argentine forcément l'été. Eh bien, ils participent eux aussi, parce qu'ils sont souvent très imprégnés par le socialisme sud-américain ou même espagnol, et eux aussi, évidemment, participent à créer un bataillon cubain, ou en tout cas à faire la monstration de leur altérité. On va brandir un drapeau cubain, et la présence même de ce drapeau cubain va internationaliser aussi l'espace de la lutte. On y retrouve, pour terminer, d'autres groupes d'individus venus d'Afrique du Nord, notamment, qui s'organisent eux aussi par solidarité, le bataillon Tanger, le bataillon d'Oran, simplement parce qu'on a cette occasion de la lutte en Espagne, qui survient l'été, c'est-à-dire à un moment où on peut trouver du temps aussi pour pouvoir participer à quelque chose d'incroyable qui se passe à 2 jours de bateau ou même à 1 jour de train. Eh bien, on y retrouve donc en Espagne des groupes d'étrangers qui ont des intérêts bien particuliers. Je termine sur un dernier exemple encore plus frappant, c'est le volontariat franquiste, même s'il n'a jamais été franquiste en réalité. Nous y retrouvons en fait 3 dimensions du volontariat anticommuniste et le volontariat catholique, notamment inspiré par les initiatives de brigades irlandaises. On y retrouve évidemment des catholiques français aussi, inspirés par le carlisme du siècle précédent. À côté de cela, et n'ayant rien à voir avec les premiers, nous avons les Russes blancs, qui eux aussi se disent « il se passe en Espagne le point de départ de la lutte qui nous mènera vers Moscou. Il faut réunir la diaspora des Russes blancs en Espagne aux côtés de Franco, qui ne nous intéresse pas, mais la lutte de Franco nous intéresse. » Et troisième groupe, c'est celui des intérêts particuliers. Je vais juste citer la Bandera Jeanne d'Arc, qui est en réalité une tentative concurrentielle des extrêmes droites françaises d'essayer d'avoir, elle aussi, un objet promotionnel à l'image de ce que sont les brigades internationales en Espagne. C'est un projet qui fera long feu, comme les autres d'ailleurs, mais vous voyez bien que ces présences étrangères, elles n'ont de réalité commune que celle de la circonstance, le caractère circonstanciel du combat. Ça se passe en Espagne, sous ces formes-là, il nous faut y être. C'est très impressionnant le nombre de nationalités impliquées, enfin, dans les 2 camps. Et ça rappelle un peu les travaux que vous citiez tout à l'heure de Jean-François Murassiol concernant la France libre, où il dénombre une 60aine de nationalités dans ceux qui sont engagés du côté des gaullistes. Si je peux me permettre, oui. Il faut faire très attention à ces questions d'énumération des nationalités. Pendant très longtemps, l'historiographie a repris pour argent comptant des démonstrations promotionnelles de l'époque, notamment c'est-à-dire se contentait d'énumérer les 50 nationalités des brigades internationales que je retrouve aujourd'hui en Ukraine, que je retrouve partout, une 50aine de nationalités. Moi, dans mes travaux, j'ai 77 nationalités. Je vais encore plus loin, si vous voulez. Oui, ça n'a guère de sens, puisqu'en réalité, les étrangers en Espagne ne viennent que de 6 pays seulement. La France ayant fourni plus de 50% de tous les volontaires qui se sont rendus en Espagne, tout simplement parce que nos Italiens, nos Portugais ou nos dits Arabes viennent en réalité tous de France. Lorsque le Parti communiste chinois, en 1938, envoie un drapeau en Espagne en disant « nous voulons » que la brigade chinoise s'empare de notre étendard, les brigades internationales reçoivent ça, il y a très peu de Chinois dans les brigades internationales, et les quelques-uns sont d'anciens ouvriers de Citroën, qui sont effectivement très lointains, origine chinoise, mais qu'on présente dans la propagande comme venus de Chine, qu'ils n'ont jamais vu probablement de leur vie. C'est comme s'il y avait des quotas, des effectifs à peu près égaux dans l'énumération des nationalités. Alors on aurait évidemment le même phénomène si on faisait la même chose pour la France libre. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le discours porté sur ces 50 nationalités ou sur ces 60 nationalités qui m'amène à vous poser une question qui traverse aussi l'historiographie, notamment une question qui a été beaucoup travaillée par Enzo Traverso, c'est cette notion contemporaine de guerre civile internationale. Et donc c'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vos travaux éclairent ou viennent, perturbent cette notion de guerre civile internationale, dont je vous rappelle qu'elle a été quand même très travaillée, à la fois dans le camp, je dirais,
voilà, des forces de l'Axe, mais aussi du côté des résistances en général. Est-ce que du côté des Juifs de Tunisie, ou est-ce que du côté des volontaires engagés dans la guerre d'Espagne, on a deux expériences qui pourraient abonder ou soutenir cette thèse de la guerre civile internationale qui est d'une certaine manière portée et par les contemporains, puis ensuite étudiée dans les historiens des idées comme Enzo Traverso. Qui a envie de se lancer? Alors, si je comprends bien cette notion de guerre civile internationale que je ne connais pas trop en fait, ce serait l'idée qu'à l'intérieur de ces combats, donc on a plusieurs nationalités et qu'il y a une instrumentalisation, si je reprends votre idée d'étendard chinois, est-ce que c'est ça c'est un aspect. Parce que cette idée, moi, d'instrumentalisation d'individus qui, par le biais de leur nationalité ou de leur religion, elle transparaît sans arrêt. En fait, ce sont les calculs politiques du protectorat français par rapport à la situation internationale. Dans la Première Guerre mondiale, il y a le foyer juif qui est promis par la déclaration Balfour en 1917. Et en fait, l'engagement volontaire des Juifs de Tunisie n'a absolument rien à voir avec le sionisme. En général, les Juifs de Tunisie qui s'engagent sont francophiles, donc ne sont pas sionistes. C'est un peu incompatible en fait, a priori. Mais en revanche, le pouvoir français, protectoral, va lui utiliser, instrumentaliser et surveiller fortement les engagés volontaires, parce qu'ils pensent que s'ils s'engagent volontairement, c'est pour éventuellement ensuite combattre et renforcer le foyer juif, qui est une promesse britannique. Et donc il y a toute cette idée de rivalité. Et le protectorat suppose aussi, c'est peut-être aussi dans une idée de guerre entre les peuples, suppose aussi que les musulmans, aussi bien en 1917 que dans la Deuxième Guerre mondiale, seront forcément opposés aux juifs, et que donc il ne faut pas de juifs dans l'armée. Donc c'est cette instrumentalisation qui m'a, moi, souvent surprise, parce qu'entre le discours des juifs qui veulent s'engager, qui est un discours qui dégouline d'amour pour la France, et le discours extrêmement froid qu'on peut voir dans les archives diplomatiques des dirigeants français qui, eux, ont une vision globale sur tout le Moyen-Orient et sur tous les rapports de force entre musulmans, juifs, sionisme allemand, etc., etc., eh bien, on a une instrumentalisation de ces jeunes hommes qui en fait ne veulent qu'une chose, c'est potentiellement devenir français, améliorer leur situation, pourquoi pas avoir une aventure, une expérience en France, mais qui ne sont pas du tout porteurs de drapeaux, même si, évidemment, le sionisme, les drapeaux sionistes vont apparaître en 1918 à Tunis, dans les mains des engagés volontaires. Alors cette notion de guerre civile internationale, elle est fondamentale dans le phénomène, bien sûr. Le phénomène ne s'entend que dans une dimension de guerre totale, de guerre idéologique, c'est-à-dire qu'il ne survient que lorsque un certain nombre d'individus ont le sentiment que la participation à ce combat-là, dans cet endroit du monde, qui est un kéros en réalité, correspond exactement à une guerre attendue que moi j'appelle un Armageddon. Cette guerre, c'est la lutte finale, c'est une guerre absolument comprise comme étant idéologique et qui ne peut s'entendre d'ailleurs que d'un point de vue idéologique. C'est justement lorsque les volontaires s'aperçoivent que la guerre n'est plus idéologique ou qu'elle ne répond plus à ces critères d'Armageddon du bien contre le mal, de la mort possible et nécessaire, du sacrifice qui va permettre la victoire. Tous nos volontaires, les premiers volontaires en Espagne, ne demandent qu'une chose. Ils ne sont pas des militaires professionnels, mais ils veulent être au premier rang, être de la première attaque. Ils ne sont pas venus là pour faire des exercices dans les casernes. Ça, ils ne sont pas venus là pour faire les soldats. Ils sont venus là pour être combattants.
combattants politiques et donc accepter de mourir, d'accord, mais il faut que ça serve à la libération du monde. Cet Armageddon, on le retrouve dans toutes les manifestations du phénomène. Lorsqu'en 1914, Blaise Cendrars et d'autres poètes et d'autres étrangers illustres vont appeler les étrangers du monde, d'abord de France et du monde entier, à s'engager dans l'armée française contre les armées allemandes, c'est au nom justement d'idéaux universalistes, d'idéaux qui sont ceux des Lumières et de la Révolution française. C'est donc une démonstration que cette guerre, elle est exceptionnellement, elle touche ici le monde, mais c'est le monde entier qui est concerné dans cette sauvegarde. Dernier élément, démonstration, je travaille actuellement sur sur toutes les hystérèses du phénomène, et notamment une hystérèse qui m'intéresse énormément parce qu'elle a beaucoup à dire sur notre époque, c'est celle de 2014, les engagements volontaires en Ukraine, mais contre l'Ukraine, c'est-à-dire du côté russe, du côté des séparatistes, on l'oublie parce que la propagande russe nous a abreuvés sur les soi-disant volontaires venus du côté ukrainien. En réalité, s'il y a eu phénomène, c'est bien du côté des séparatistes, et parfois en inspiration des brigades internationales, sur un antifascisme renouvelé, un antifascisme qui est aujourd'hui promulgué par Poutine, par l'État russe. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je suis tout à fait volontaire pour répondre aux questions. Et cet antifascisme du XXIe siècle, anti-nazi, eh bien, il a motivé beaucoup de volontaires espagnols, italiens, français à venir combattre dans des nouvelles brigades internationales contre l'Ukraine, toujours parce que le grand combat était arrivé. Enfin, on va pouvoir affronter l'OTAN et l'Occident. De toute façon, cette notion de croisade, on la trouve un peu des deux côtés, parce que finalement, la croisade, c'est la guerre juste, et selon, évidemment, le côté où vous êtes, elle peut être jugée juste des deux côtés. Alors, il y a une partie de votre travail qui m'a intriguée, c'est ces combattants, ce paradoxe de l'antimilitarisme de ces combattants. Et donc, j'aurais voulu vous en dire un mot, parce que je trouve que c'est une approche extrêmement neuve et très originale. Est-ce qu'on peut en dire un mot de ces combattants issus d'une culture antimilitariste? Donc, est-ce qu'ils n'ont pas un double effort à faire ou une double transgression à faire pour s'engager? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, c'est une dialectique qui est une dialectique révolutionnaire, c'est-à-dire que toute la question est de la définition de la nation en armes. Donc l'individu politique, c'est-à-dire le citoyen, a le devoir de prendre les armes pour défendre un certain nombre d'idéaux que vous connaissez. Ce qui fait qu'effectivement nos anarchistes, pour certains d'ailleurs qui est objecteurs de conscience, n'ont aucun problème à se rendre en Espagne, et quand ils reviennent en France, les gendarmes qui les interrogent sont abasourdis de voir qu'on a réformé des gens qui apparemment se présentaient comme incapables de pouvoir servir aux armées, ou qui étaient réfractaires au service militaire, et qui sont pourtant allés dans les brigades internationales. C'est un paradoxe qu'on retrouve beaucoup, parce que la question entre être le soldat d'un État bourgeois ou être le combattant politique, ça n'a plus rien à voir, naturellement. Et ça permet toutes les transgressions, c'est-à-dire qu'une jeune femme peut tout à fait et légitimement se dire qu'elle a droit à manipuler les armes, tout simplement parce que le cadre, l'inscription de cette combattante n'est pas celui de l'armée régulière, et au contraire, on n'en veut pas de cette armée régulière. Beaucoup des Français, qui sont la plus grande vague de déserteurs des brigades internationales, vont quitter l'Espagne dès lors qu'on les organise, dès lors qu'on les range dans des bataillons, dès lors qu'on les fait marcher. Et oui, bien sûr, et ça, ils n'en veulent pas. La caserne, non merci. Je trouve que c'est un paradoxe très intéressant. Alors, ce que vous dites sur la liberté du monde, c'est une rhétorique qu'on trouve déjà dans les écrits de Marx, quand il commente les événements de la Commune. Quand il dit, voilà, ces ouvriers il parle des communards, après la répression de la Commune, il dit, mais ils sont morts pour la liberté du monde. Et d'ailleurs, les adresses qui viennent des sections de l'international, de Londres, ou du monde entier, adressées aux communards, disent exactement la même chose. Donc cette notion, en fait, on la retrouve dans des rhétoriques qui ne sont pas forcément marxistes ou très marquées politiquement. On retrouve ça aussi quand, par exemple, sous l'occupation, il y a des rassemblements sur les tombes des pilotes britanniques qui sont tombés, alors rassemblement interdit. Alors tout ça est mis en note par les préfets, et c'est là qu'on sait qu'il y a des slogans du type, même des inscriptions sur les tombes des pilotes britanniques tombés. Ils sont morts pour la liberté du monde. C'est encore, voilà, c'est un peu l'étendard
des résistances. Bon, comme l'heure tourne, j'ai une dernière question à poser à Marianne, mais bon, je pourrais continuer. Après, on va donner la parole à la salle. Mais alors moi, je me suis passionnée pour votre partie sur les résistants, les Juifs de Tunisie qui sont entrés dans la résistance. Parce que là, vous avez des données absolument neuves sur leur profil. Alors, est-ce que vous pouvez en faire profiter l'auditoire? Parce que c'est finalement assez rare qu'on arrive à identifier, c'est là le travail de prosopographie qu'on ne peut pas toujours faire, aussi finement des populations résistantes. Ça, c'est la magie des sources militaires. Il y a notamment à Vincennes, mais aussi à Pau, des archives militaires qui, pour peu qu'on ait du temps et qu'on trouve des aiguilles dans des bottes de foin, sont extrêmement intéressantes. Et donc là, en fait, si j'ai pu aussi développer un peu quand même chacune des notices biographiques, c'est aussi parce que mon corpus n'était pas si énorme que ça. C'est-à-dire que j'aurais eu quand même pas mal de 5... monde, hein. Oui, alors pour les engagés volontaires dans les forces françaises libres, j'ai trouvé 642 profils. Il y en a sans doute plus, mais en tout cas, j'ai réussi à en repérer 600. Bel échantillon. Oui, c'est quand même un échantillon supérieur d'ailleurs à tout ce qu'avait pu trouver Jean-François Murassiol, etc. Bon, là, ce qui était aussi un peu délicat, mais qui a été un choix et que font la plupart des historiens qui travaillent sur les sociétés juives, c'était de faire une entrée par les noms. Des listes de noms, et vous voyez à quel point ça peut aussi être délicat, surtout quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des historiens qui ont travaillé notamment sur les tombes des Juifs tunisiens, et qu'il y a des noms qui sont spécifiques, des noms de famille qui sont spécifiques aux Juifs tunisiens. Ensuite, il y a des prénoms qui permettent, parce que parfois il y a quelques noms de famille qui peuvent être utilisés aussi par des musulmans, mais les prénoms permettent de s'assurer, quand on a un mardoché par exemple, qu'on n'est pas là avec quelqu'un qui est musulman, mais ensuite il faut encore confirmer quand on est dans la source, et parfois certains se disent alors, catholique, bon, pourquoi est-ce qu'il y a eu des conversions, ou est-ce qu'ils ont voulu, quand ils sont engagés volontaires en 1943, dissimuler leur judéité? Il y a des libres penseurs qui se disent libres penseurs, puisque dans les fiches des FFL, il y a religion, 2 points. Et donc, voilà, donc, dans les archives de Vincennes notamment, mais aussi à Pau, on trouve des dossiers, des FFL, qui parfois ne comprennent qu'une feuille, où c'est juste l'acte d'engagement. Donc dans ces cas-là, la date de naissance, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes dans les Juifs tunisiens, mais la date de naissance n'est pas toujours présente, donc il reste quand même quelques questions. Et puis parfois, notamment, et ça c'est la spécificité de ces sources-là, en fait, si vous êtes un super-héros des forces françaises libres, mais que vous êtes mort, et que votre veuve n'a jamais demandé de retraite, etc., votre dossier est tout maigre, alors que vous êtes un super-héros. Et donc, heureusement, il y a la presse, la Société juive de Tunisie s'enorgueillit de ces héros, donc elle raconte. Mais voilà. Par contre, quand la personne a survécu, qu'elle a demandé des médailles, qu'elle a demandé, etc., alors là, on a des dossiers, qu'elle a obtenu la naturalisation, etc. Là, des attestations. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut documenter, et c'est vrai que croisant ces sources-là, plus la presse francophone en Tunisie, on finit par retrouver les mêmes personnages, et c'est une espèce de puzzle qui se construit au fur et à mesure. Et pour certains parcours qui, justement, à Vincennes, avaient un tout petit dossier, on découvre qu'en fait, c'était vraiment des gens extrêmement intéressants et qui ont, ils étaient aviateurs, il y a beaucoup d'aviateurs, c'est ça qui est intéressant. Oui. Enfin voilà, donc on arrive quand même effectivement à produire des notices, et 642 notices plus ou moins riches. Il y en a certaines, il y a quelques points d'interrogation, et puis d'autres qui font 2 pages. On arrive vraiment à documenter les personnages. Merci à tous les deux. Est-ce que on passe la parole à la salle? Vous avez encore quelque chose à déclarer? Eh bien, on attend vos questions. Sinon, moi, je continue. J'ai fait toujours plein de questions. Oui. Pour Madame Benyeliez, j'avais une question par rapport aux Juifs italiens de Tunisie. Pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y en a autant qui s'engagent pour l'Italie que pour la France, ou est-ce qu'il y en a quand même plus qui s'engagent pour la France?
Alors, les seuls qui peuvent éventuellement s'engager pour la France, c'est dans la petite période 1914-1915, où l'Italie n'a pas encore, enfin en tout cas, elle n'a pas choisi encore le camp de la France. Donc il y a toute une interrogation sur où va partir l'Italie. Et donc certains juifs italiens qui veulent combattre s'engagent. Mais c'est vraiment, je dirais, moins d'une dizaine qu'on peut retrouver. Et puis ensuite, en 1915, dans un grand soulagement pour la société juive de Tunisie, puisqu'ils sont très proches des juifs italiens, en 1915, l'Italie s'engage aux côtés de la France. Donc là, c'est l'armée italienne. Et c'est vrai que moi, ne parlant pas l'italien et n'ayant pas pu être dans les sources italiennes, je ne les ai pas suivis, ces hommes-là. Et des travaux là-dessus, et je sais que Martino Pizzi a beaucoup travaillé sur les juifs italiens de Tunisie. Donc il a fait une thèse, il a un ouvrage, et il travaille beaucoup sur la relation des juifs italiens de Tunisie et le fascisme. Très très intéressant. Mais voilà, donc non, les juifs italiens qui sont à peu près 3000 au début du XXe siècle en Tunisie, qui sont vraiment de nationalité italienne, parce qu'il y en a qui sont de culture italienne mais qui sont tunisiens, culture italienne mais français, ou culture italienne et vraiment de nationalité italienne. Et non, ils ne s'engagent pas, en tout cas dans l'armée française, très peu 14-15 et plus du tout après 1915. Dans la Deuxième Guerre mondiale, en revanche, puisque le fascisme leur a fait beaucoup de mal, ils vont s'engager de façon relativement importante dans les forces françaises libres. Question pour Marianne Gueux. Pendant la Première Guerre mondiale, ces juifs tunisiens, c'est dans quelle unité qu'ils ont été incorporés dans l'armée française? Alors, ils sont incorporés dans des unités de Zouaves, 4e régiment de Zouaves. En fait, ils ne sont pas incorporés avec les musulmans, ils sont incorporés dans des unités françaises. Et ils vont beaucoup combattre aux Dardanelles, dans les Dardanelles, puisque les Zouaves vont rejoindre les Dardanelles. Ils vont combattre sur tous les fronts. En fait, ils sont vraiment disséminés. Ça a été une des difficultés aussi, c'est d'abord de me familiariser avec tous ces régiments, et puis de suivre tous les champs, tous les lieux de combat. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont partout. Ils sont beaucoup à Verdun, ils sont beaucoup dans les Dardanelles. C'est vraiment les deux lieux où on a des morts pour la France, notamment. Alors Dardanelles, où la mortalité n'est pas forcément le fait de guerre, mais plutôt des conditions sanitaires. Alors ce qui est fabuleux, c'est d'avoir les lettres que j'ai découvertes à Tunis, les lettres censurées des soldats. Donc l'armée, vous savez sans doute, à partir de 1915 notamment, elle a commencé à se rendre compte qu'il fallait contrôler le courrier. Et donc ils récupèrent les lettres et recopient une partie des lettres qu'ils considèrent comme dangereuses. Et proprement, ils font des petits dossiers tous les mois. Et ces dossiers ont été conservés un peu à Vincennes, mais surtout à Tunis. Et donc on a tout le désarroi, mais ça on le trouve en fait comme tous les poilus, on a tout le désarroi, et c'est sûr que les Dardanelles, c'est vraiment un lieu de combat qui est vraiment très éprouvant. Vraiment. Les conditions sanitaires, vous voyez une question. C'est pour Monsieur Si, j'aimerais savoir si la littérature, notamment Orwell ou Malraux, ils fournissent vraiment la réalité de ce qui s'est passé pendant la guerre en Israël. Alors, Malraux, déjà, c'est une fiction, enfin, l'espoir, si on fait référence à l'espoir, ou à Sierra Teruel éventuellement, qui est un film, surtout, qui a débouché sur un film. Ce sont des œuvres littéraires dans lesquelles Malraux utilise la guerre d'Espagne pour restituer un certain nombre de questionnements littéraires et philosophiques. Personnellement, non, j'y ai retrouvé, si, alors, pas du tout. Au contraire, dans l'espoir, on y retrouve un certain nombre d'informations sur les poncifs de l'époque, les légendes autour de la guerre d'Espagne. Il popularise des faits qu'il a entendus, qui sont généralement non avérés, mais qu'il restitue dans la littérature. Orwell, c'est tout à fait autre chose, parce que Orwell, c'est un témoignage qui est vraiment remarquable, dans le sens où je serais bien en peine de le mettre en faux sur ce que j'ai pu observer dans les archives. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Orwell, c'est qu'il a été vraiment utilisé de manière assez malencontreuse, parce qu'on a voulu vous faire de... En fait, le problème d'Orwell, notamment en France, mais pas que, c'est que
un réalisateur très connu, britannique, a voulu s'inspirer d'Orwell pour un film qui a connu beaucoup de succès, qui est London Freedom, je pense que chacun connaît. Et ce qui a, par capillarité, fait d'Orwell un engagé trotskiste dans la guerre d'Espagne, voilà. Ce qui n'était pas du tout. Il suffit d'ailleurs de lire ce que Orwell écrit quelques années plus tard, en complément de Hommage à la Catalogne. À partir de, notamment en 1940, il écrira de nouveau beaucoup de choses sur la guerre d'Espagne, car on s'aperçoit que c'est quelqu'un qu'en plus on pourrait avoir du mal à classer à gauche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'engage tout de suite aux côtés de Churchill. Donc, bon. Mais malgré cela, son témoignage sur notamment son périple dans l'unité du POUM qu'il a rejoint par hasard, puis ensuite sa fuite avec sa femme Hélène pour échapper aux sbires de la police politique républicaine, c'est tout à fait captivant. C'est vraiment un témoignage, notamment son journal des milices, qui n'est pas traduit en français malheureusement, qui est vraiment un des reportages les plus intéressants parce qu'il raconte ce qu'il vit dans la tranchée, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que la plupart des tranchées des guerres de l'Ukraine jusqu'à l'Espagne, d'abord il ne se passe rien, et parfois il se passe des choses effectivement intenses, immédiates, qu'on ne peut pas restituer, parce que justement on n'a pas que ça à faire que d'écrire ce qui est en train de se passer. Mais c'est un témoignage de premier ordre, il y en a d'autres, et j'ai la chance de participer à une entreprise de réédition justement de ces témoignages d'époque qui n'avait jamais trouvé d'éditeur, notamment parce que le Parti communiste français a gelé la mémoire des volontaires dès 1939, et donc on entreprend avec une association mémorielle et la ville de Paris de dégeler justement ces témoignages qui n'ont jamais été publiés. Voilà, et qui sont publiés chez qui alors? Chez un petit éditeur, Zeitgeist, qui est d'ailleurs, il y a 2 ouvrages ici. Je remercie là encore la BIS de les avoir mis en valeur. Donc ce sont des témoignages que j'ai retrouvés dans les archives soviétiques, les archives des brigades internationales, et dont l'un est un témoignage remarquable d'un niveau de littérature tout à fait étonnant pour ce volontaire. Je soupçonne qu'il y a peut-être une petite main qui s'est introduite pour rétablir le propos. Justement, ma question portait sur les sources, et notamment les sources soviétiques qui se sont ouvertes récemment, on peut mettre des guillemets, quand même. De se refermer récemment. Et quel a été justement le rapport pour changer la perception historiographique sur les... Alors les sources du volontariat sur la guerre d'Espagne, elles sont nombreuses, elles ne sont pas que soviétiques, mais les archives des brigades internationales sont en grande partie conservées à Moscou, puisque Staline a demandé à ce que les archives des brigades internationales soient évacuées assez rapidement. Donc, ce qui a permis leur conservation, contrairement à d'autres lots d'archives. Je regrette par exemple que la Confédération nationale du travail, donc les anarcho-syndicalistes, la CNT, qui avaient eux aussi organisé les volontaires internationaux de leur côté, ont eu plus de soucis du fait des aléas des guerres, des bombes italiennes sur Barcelone, à conserver ce que l'Union soviétique, dans son gel des archives, a permis de garder. On y retrouve malheureusement des documents qui ne sont pas forcément ceux qui intéressent l'historien ou la mémoire, mais qui sont ceux qui intéressaient la police politique, enfin les services de NKVD de 1938-39. Staline a, dès 1900, vous le savez, dans le cadre des grandes purges, de la destruction d'un certain nombre de partis communistes, le parti communiste polonais, sur lequel a travaillé un étudiant ici dans la salle, eh bien la destruction, la grande enquête qui a parcouru tous les partis communistes du monde entier, les brigades internationales ont quand même été très pratiques, parce qu'elles ont réuni à un endroit du monde un grand nombre de cadres de militants sur lesquels on pouvait enquêter puisqu'ils étaient sous la main. Et donc cette enquête, cette très vaste enquête policière soviétique nous a donné des informations prosopographiques de premier ordre, mais qui ne portent pas du tout sur les éléments qui nous intéresseraient. Donc il faut tirer entre les lignes sur ces archives policières, ce qui peut justement nous intéresser, à ceci près qu'il y manque tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes vagues de désertion. Il y manque ceux qui ne sont plus en Espagne, pas forcément parce qu'ils sont morts parfois immédiatement, le jour même de leur arrivée, mais aussi parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas le plus souvent, mais lorsqu'un Français se rend en Espagne, il sait
qu'il y a un consulat français à Barcelone, qu'il y a un ambassadeur de France en Espagne, et que s'il en a marre, il va au consulat et il dit « Reprenez-moi, s'il vous plaît, j'ai fait une grosse bêtise, ramenez-moi en France ». C'est comme ça que les choses se passent. Évidemment que pour un Allemand, un Autrichien, c'est impossible. L'engagement, il est total. Il faut s'extraire, sortir du conflit par ses propres moyens, tandis qu'un Français sera rapatrié par un train assuré par le consulat. Donc on a ce qui permet d'autres archives, à mon avis, beaucoup plus intéressantes, c'est les enquêtes de la police française sur ces volontaires revenus d'Espagne, sur lequel il y a une grande enquête réalisée par les services de police, mais juste pour voir si parmi eux il n'y aurait pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un terroriste, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir des intentions subversives. Mais ça n'intéresse pas beaucoup la police à ce moment-là, donc voilà. Mais ça crée un stock d'archives qui est tout à fait inédit, n'avait jamais été utilisé avant ma thèse, dans le cadre d'une étude générale du phénomène. Encore un petit peu de temps, s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, j'ai une question pour Madame Benyéguez. Vous avez mentionné tout à l'heure une déception de la part des volontaires juifs tunisiens. J'aurais voulu savoir les raisons de cette déception, notamment pour ceux qui sont engagés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par la Première Guerre mondiale, ça me semble relativement clair, mais pour la Deuxième Guerre mondiale, avoir des précisions sur la nature de cette déception, des causes. Alors la déception, de toute façon, j'ai lu, notamment vous avez des écrits de Max Polgez qui était une personne importante dans la communauté, qui s'était engagé volontairement en 14-18, qui dirigeait les anciens combattants engagés volontaires juifs de Tunisie dans l'entre-deux-guerres, et qui a milité énormément pour un engagement en 1939. Lui-même a été à nouveau médaillé en 39-40. Et en fait, la déception, c'est un amour déçu. Voilà. Même avec le combat avec les FFL, même avec le gaullisme, il y a une énorme déception sur ce qu'ils découvrent en France, parce que ça aussi c'est très intéressant. Ils découvrent en 1943, quand ils arrivent en France, en cherchant des membres de leur famille qui étaient installés en France, ils tombent de haut parce qu'ils découvrent ce qui se passe en France, alors qu'eux en Tunisie, bon, ils ont subi la présence allemande, donc ils savent quand même que les Allemands sont très durs avec les Juifs, mais ils pensent que ça ne peut pas être pire que ce qu'eux ont vécu. Donc quand ils arrivent en France et qu'ils cherchent des membres de leur famille quand ils sont à Lyon, etc., ils se rendent compte que c'est encore, donc là on est en 1944, que c'est bien pire. Ils ne veulent pas y croire, et ça c'est très intéressant, c'est qu'ils envoient des lettres à leur famille et ils ne veulent pas y croire. Ils disent, bon, ils doivent être dans... Ils ont été pris en otage, mais ça ne peut pas être pire que ce qui s'est passé à Tunis, etc. Bon. Et en fait, toute cette accumulation fait que, alors ils sont extrêmement fiers d'avoir été jusqu'en Allemagne, ils vont jusque dans le nid d'aigle d'Hitler avec la deuxième DB, mais ils en veulent énormément à la France, au protectorat, d'avoir collaboré, d'avoir livré les Juifs, et ça, moi je pense qu'on peut parler d'une certaine résilience, c'est-à-dire que malgré tout, 2/3 d'entre eux, quand la Tunisie va être indépendante, ils vont, pour 2/3 d'entre eux, choisir la France, 1/3 seulement part en Israël ou États-Unis, Canada, mais c'est avec un goût amer. Et les discours de Max Polgez en 1945, c'est qu'en fait, il voudrait qu'il y ait une réelle épuration, il voudrait que les choses soient dites, mais il est très déçu parce qu'il a l'impression que ça n'ira jamais très loin, et que malgré tout ce qu'ils ont fait, l'antisémitisme restera. Donc il y a quand même... Voilà, ils ont quand même à combattre et ils sont très déçus parce que leur combat, ils ont l'impression que... Bon, heureusement, ils ont combattu le nazisme, c'est bon, ils ont gagné, mais ils n'ont pas l'impression que vraiment tout est mieux, qu'ils ont atteint un idéal, quoi. Donc une déception, et je pense que c'est pareil. Quand on a un idéal tellement élevé de lutter contre tout le racisme, etc., bon, il y a toujours une déception. Oui. Pour Madame Benyéguez encore, je me demandais, parmi les engagés pour l'armée française,
c'est plutôt des communautés juives urbaines, c'est-à-dire de Tunis, de Sfax, de Sousse. Il y a aussi des communautés rurales de Djerba qui s'engagent. Est-ce qu'on a des sources là-dessus? Ouais. Alors j'ai établi en fait, surtout pour la Deuxième Guerre mondiale, bon, d'abord les 3/4 des Juifs de Tunisie vivent en ville, essentiellement. Il y en a qui possèdent des oliveraies, qui travaillent, mais la plupart vivent en ville, donc Tunis, Sousse, Sfax, et effectivement une petite communauté à Djerba. La communauté de Djerba n'est pas la plus francophile. Pour eux, l'assimilation à la France, c'est le rejet du droit mosaïque, c'est-à-dire de leur droit coutumier, le droit religieux. Voilà, la France exige, si vous devenez français, de quitter votre droit, votre statut personnel. Et donc à Djerba, les rabbins restent très puissants, et même une école de l'Alliance israélite universelle, qui est une école portée par Crémieux, très républicaine, etc., n'a pas pu s'installer à Djerba. Donc voilà, donc très peu d'engagés depuis Djerba pour la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, beaucoup d'engagés depuis Sousse et Sfax, pour la bonne raison que les FFL arrivent par ce côté-là. Donc, oui, ça, le demande ralliement. Ouais, voilà, au fur et à mesure où ils arrivent. Et puis, bon, ils ont été moins touchés qu'à Tunis, mais ils ont quand même, dans le sud de la Tunisie, ils ont quand même été obligés, quelques mois, enfin, à peine, de porter l'étoile jaune. Et donc, voilà, ils ont quand même pas mal ressenti dans... C'est une sacrée humiliation. Ouais. Et donc voilà, et ensuite, bon, bah, Tunis, comme c'est la plus grosse communauté, c'est aussi là qu'on a le plus d'engagés. Voilà. Mais essentiellement urbain, oui. Très peu de Djerba, et le monde rural est très faible de toute façon. Pour M. Sil, est-ce qu'on a une idée de la suite de l'engagement de ces volontaires internationaux en Espagne par la suite? Est-ce qu'ils le poursuivent l'engagement après l'engagement? Alors pour la plupart d'entre eux, c'est d'abord le sentiment de déception qui domine, mais effectivement il reste ceux qui sont restés ou qui sont arrivés tard en Espagne. Il y a plusieurs vagues, hein, c'est souvent ça dans le phénomène n'obéit pas au même calendrier. Évidemment, il y a déjà l'Atlantique qui fait qu'on part en différé, d'Amérique du Nord, plus tardivement que d'Europe, et on vient en Espagne plus tardivement de Scandinavie que de France. Donc les derniers volontaires, ceux qui restent jusqu'à la démobilisation, en septembre 1938, c'est très généralement ceux qui sont arrivés tard, dans une deuxième vague de mobilisation qui est demandée par Staline, qui est répercutée par les partis communistes à l'automne 1937 pour maintenir en vie les brigades internationales. Donc ce sont des survivants qui demeurent en Espagne et qui sortent d'Espagne avec effectivement le sentiment du combat inachevé. Il y a tout d'abord le projet qui est conduit par le Parti communiste français et André Marty notamment, qui est chargé et par Staline et par le Parti communiste français de superviser les volontaires, d'intégrer les vétérans dans le grand combat à venir contre l'Allemagne. Il ne fait aucun doute, nous sommes en 1939, qu'il y aura donc la guerre, au printemps 1939, qu'il y aura la guerre avec l'Allemagne, et donc on veut créer de nouvelles brigades internationales en France, aux côtés de l'armée française. Les républicains espagnols sont aussi favorables à la création, et l'armée française s'intéresse quelque temps à un projet que j'ai retrouvé qui se serait appelé les Légions ibériques. Mais très rapidement, ce projet de Légion ibérique, il est abandonné parce qu'on ne veut pas de rouge. On ne veut pas de rouge dans l'armée française, et encore moins de communistes, des brigades internationales. Mais jusqu'en mai 1939, on demande aux vétérans, et mieux encore, on demande aux internés étrangers ex des brigades internationales qui sont dans les camps d'Argelès, de parader drapeau bleu, blanc, rouge, de marcher en ordre, de faire démonstration de leur intention de vouloir reprendre les armes aux côtés de la France. J'ai même participé récemment à la redécouverte d'une pierre, d'une œuvre lapidaire qui représente justement ce désir de continuer dans la pierre, qui marque le désir de ces internés de continuer le combat de l'Espagne vers la France. Ça va se terminer par la création des bataillons de la Légion étrangère, donc rattachés à la Légion étrangère, qui ne reprendront jamais la forme des brigades internationales, aussi parce que l'armée française a dit « d'accord, vous pouvez vous engager, ça tombe bien, nous avons quelque chose qui s'appelle la Légion étrangère ». Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est refusé par la plupart des volontaires au début.
En 1940, évidemment que les questions se posent différemment, et là, il y a un engagement plutôt important d'ailleurs de vétérans dans le cadre de la Légion étrangère, mais aussi parce que ça permet d'éviter l'internement. Donc voilà. Donc il y a bien ce désir de continuité du combat, qui est aussi différent d'un pays l'autre. C'est-à-dire que pour les vétérans américains, le réengagement diffère du réengagement français ou du réengagement évidemment de tous les exilés qui doivent adopter des formes très particulières d'engagement, ceux de la clandestinité. En tous les cas, il y a de fortes résonances entre tout ce que vous dites avec ce qui se passe ensuite dans les années de résistance. La résistance en métropole et qui fait écho en fait à ces ressorts de l'engagement. Je pense qu'on a encore quelques minutes s'il y a des dernières questions. J'aimerais vous poser alors à vous deux une dernière question pour conclure. Quand on a achevé comme ça un travail d'une densité incroyable, comment vous envisagez la suite de vos travaux? Enfin, alors, Édouard a déjà répondu d'une certaine manière, mais est-ce que ce sont des sujets que vous travaillez toujours sous différents angles, ou est-ce que vous exploitez des sources que vous n'aviez pas assez exploitées, enfin vous pensiez n'avoir pas assez exploitées? En fait, comment on fait après une thèse, des petits bébés thèses, ou en tous les cas des extensions de thèse? Est-ce que vous avez envie de répondre? Et ça, c'est une question aussi pour les étudiants, sachant qu'en fait vous avez une densité de sources telle que c'est exploitable ensuite sous d'autres approches, sous d'autres angles, par exemple sous l'angle comparatif ou sous l'angle développé. Comment vous envisagez alors je sais que vous avez, peut-être vous pouvez commencer à répondre, puisque vous avez déjà des projets d'extension, enfin des problématiques qui vont découler de vos travaux. Oui, en réalité, pour le moment, j'ai surtout publié, ou réussi à être publié sur des sujets que je n'avais pas pu creuser dans ma thèse. La question des femmes, notamment, donc ça a été l'objet d'un colloque international, puis d'une publication. Voilà, Solidarias. J'ai également des travaux que je n'ai pas pu intégrer, mais qui m'intéressent beaucoup, que je vais mener à terme très bientôt, sur les engagements adolescents pendant la guerre d'Espagne. C'est fou de voir à quel point des centaines et des centaines de jeunes gens, hommes, garçons et des filles, ont voulu évidemment trouver en Espagne une dimension merveilleuse, soit qu'ils soient vraiment allés en Espagne, soit que leur itinéraire de fugue ait été intercepté quelque part par... voilà. Donc ça c'est un... Ils trichent sur leur âge? Oh oui, bien sûr. Comme la France libre en fait, comme Daniel Cordier. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas pris s'ils ne disent pas... Voilà. Après, toutes les conditions sont valables pour aller en Espagne. Beaucoup de jeunes filles qui assurent aux policiers on leur a demandé, une voix leur a demandé de faire comme Jeanne d'Arc, et que c'était... oui, on y retrouve beaucoup de choses. Donc voilà, ces travaux que je n'ai pas pu faire publier, mais ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est de traduire en réalité tous les paradigmes que j'ai développés à propos de l'Espagne comme un point intéressant d'observation du phénomène sur le temps long, hein, donc depuis 1792 au moins, et de regarder qu'est-ce qu'on retrouve du philhellénisme en Espagne, du garibaldisme, de tout cela. Et j'ai deux projets qui m'intéressent à cœur, un sujet de Sciences Po plutôt, que je mène à bien aujourd'hui sur l'Ukraine. Donc d'abord plutôt sur le volontariat pro-russe, pro-séparatisme. Comment est-ce que le Donbass a pu être un paradis socialiste, présenté comme un nouveau paradis socialiste auprès de jeunes gens, souvent d'extrême gauche d'ailleurs, mais aussi de beaucoup de volontaires d'extrême droite, qui se sont dit le combat du Donbass est le mien, je dois me rendre là-bas. Donc ça m'intéresse parce que par la suite, je pense que ce sera utile pour comprendre la grande partie du phénomène, qui est celle de la LIDU, donc de la Légion internationale de défense de l'Ukraine, qui est aujourd'hui la Légion étrangère de l'Ukraine et qui combat, comme vous le savez, depuis février 2024 aux côtés des Ukrainiens. Et enfin, un autre chantier beaucoup plus ambitieux d'histoire que j'avais proposé comme dossier de recherche au CNRS. Je n'ai pas eu la chance d'être... voilà. Mais je crois qu'il y a un énorme oublié dans le phénomène.
Je ne sais pas pourquoi, mais le garibaldisme est compris par tout le monde, le philhellénisme, mais brigadisme, même s'ils ne se sont jamais appelés comme ça en Espagne, tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Et pourtant, la francophilie a été, je crois, un mécanisme qui, en 1870, en 1914 et en 1939, à 3 moments, on est venu du Chili, on est venu d'Espagne, on est venu de Grèce ou de Géorgie pour combattre pour la France ou aux côtés de la France. Et il me semble que cette part du phénomène, peut-être parce qu'elle nous touche, nous, Français, nous fait oublier que dans beaucoup de pays du monde, il y a des statuts qui rappellent que des volontaires sont partis de Géorgie ou sont partis du Chili pour défendre la France ou peut-être parfois défendre le Chili ou espérer de cet engagement francophile une rétribution qui effectivement n'a pas toujours trouvé réalité. Donc ça c'est un projet que je mènerai plus tard, mais pour le moment je reste concentré sur l'hystérèse ukrainienne du phénomène. Des Français qui sont partis combattre. Ah oui, dans la guerre de sécession. Bien sûr, ou en Croatie. Et vous, Marianne? Alors, effectivement, quand on mène une thèse, on doit essayer de se mettre des œillères sur tout ce qu'on voit dans les archives. On a une après-midi ou une journée entière avec les dossiers, et donc il faut se mettre des œillères tout en voyant tout ce qui potentiellement pourrait être exploité. Alors, moi, j'ai rédigé des articles, notamment je me suis intéressée à la relation entre le sport, et combattant, hein, parce que souvent, en fait, la Maccabi à Tunis entraînait dans des sociétés de gymnastique, d'athlétisme, etc., avait un entraînement militaire. Les Juifs de Tunisie n'avaient pas le droit de combattre, mais au cas où, il y avait des entraînements militaires qui étaient organisés, et donc le sport était vraiment un moment et un moyen d'entraîner les corps pour les préparer à d'éventuels combats. Donc ça, j'avais fait un article là-dessus, et puis sur la mémoire, c'est-à-dire il y a un mémorial à Tunis, notamment dans le cimetière du Borgel, qui est toujours présent, qui est un très grand cimetière juif à Tunis. Et les tombes de ces soldats juifs, alors qui sont assez difficiles à retrouver, et qui parfois sont retrouvés, notamment par les familles qui font des enquêtes, avec des croix chrétiennes, avec marqué par exemple Simon Cohen, et puis une croix chrétienne. Alors, s'il était libre penseur éventuellement, mais il y avait des formes spécifiques pour les libres penseurs. Donc voilà, essayer de comprendre un peu comment l'armée ensuite, mais notamment en Tunisie, comment l'armée a fait avec ces tombes et comment les corps sont revenus ou pas revenus, etc. Et les œillères que je me suis mises, évidemment, j'aimerais bien désormais y retourner, je n'ai pas encore trouvé le temps. D'abord parce qu'il y a des archives d'anciens combattants qui ont été longtemps en désamiantage, et qui se trouve à Marseille et que je n'ai pas pu consulter, où il y a probablement des dossiers militaires intéressants. Et puis, ce qui m'intéresserait, mais il faudrait vraiment du temps, c'est tous les engagés volontaires musulmans dans les FFL. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à sonder, j'ai vu aussi, par une recherche Tunis, par exemple, je voyais engagés volontaires, donc moi je cherchais les juifs de Tunisie, et en fait je me rendais compte que engagés volontaires dans les FFL, il y avait aussi des musulmans. Et j'aimerais bien savoir quelle était leur motivation. Ben non, et pourtant il y en a beaucoup. Et alors, sans doute qu'il y aurait un tabou à briser aussi, parce que... Mais voilà, essayer de voir quelles étaient leurs motivations, puisque l'armée d'Afrique éventuellement remobilisait aussi. Donc si vous voulez combattre, mais combattre pourquoi? Pour la France, le protectorat, voilà, donc il y a énormément de choses qui seraient intéressantes à chercher. Mais je pense qu'ils sont plus nombreux que les 642. Donc, vous pensez qu'ils sont plus nombreux? J'ai fait quelques sondages et puis on trouve exactement les mêmes documents. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses à faire, voir s'ils y sont allés sous la contrainte ou vraiment, enfin voilà. Ou sous d'autres... Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Bon, très bien. Voilà. Sans doute la liberté du monde. C'est ça, voilà, c'est le point commun entre les deux. Bon voilà, il me reste à vous remercier. Il est 20h passé et je pense que c'était à ce moment-là qu'on devait s'arrêter, c'est ça, 20h? Bon. 20h. Oui, c'est ce que j'avais compris. Bon.